Jusqu'ici, nous avons vu deux modes d'interaction des photons avec la matière. Si le photon a une énergie qui est très faible, je prends un photon radio, un photon micro-ondes ou un photon visible, il va interagir avec l'ensemble de l'atome et du cortège électronique. Donc je veux obtenir ce qu'on appelle de la diffusion Rayleigh. La diffusion Rayleigh, j'en ai parlé sans citer le nom de Rayleigh, c'est celle qui arrive à expliquer pourquoi le ciel est bleu. Si l'énergie est plus élevée, je peux faire l'effet photoélectrique que j'ai expliqué récemment. L'effet suivant a été découvert en 1923 par Compton. C'est ce que nous allons étudier maintenant. Compton a vécu de 1892 à 1962. En fait, ce que fait Compton, il prend un faisceau de photons qui ont une certaine longueur d'onde, lambda, et donc une fréquence nu, correspondant bien sûr à h nu. Il envoie ce faisceau sur un bloc de matière. Et par rapport à la direction incidente, il place son détecteur à un certain angle et il examine en fait le rayonnement qui arrive à cette direction-là. Donc j'ai ici un angle θ et il cherche donc quelle est l'énergie des photons qui sont envoyés dans cette direction. Donc il cherche, si vous voulez, le lambda prime de ces photons ou inversement le nu prime. Et ce qu'il observe, en fait, c'est la figure suivante. Ici, vous avez le détecteur placé à 0 degré. Donc, ce que vous voyez, c'est simplement le faisceau primaire. Vous voyez en fait ici que la largeur est très importante. Pourquoi? Bon, il faut garder les moyens de détection de l'époque. La résolution n'était pas fameuse, mais donc en gros, voilà le faisceau primaire. Puis, si on met le détecteur à 45 degrés, on voit toujours une trace là où se trouvait le faisceau primaire, mais vous voyez maintenant une deuxième bosse apparaître à une longueur d'onde plus importante. Si on écarte encore le détecteur, qu'on le met à 90 degrés, eh bien, de nouveau, ce deuxième pic s'écarte toujours vers des longueurs d'onde de plus en plus grandes, et ce sera encore le cas ici à 135 degrés. La longueur d'onde de ce photon est de plus en plus grande. Comment peut-on expliquer ce deuxième pic? Eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'électromagnétisme classique, il n'y a absolument pas moyen de comprendre ce deuxième pic. Et en fait, Compton arrivera à l'expliquer à la perfection, mais en prenant justement le modèle du photon. Si on ne travaille pas avec un photon, il n'y a pas moyen d'en sortir. Donc, d'une part, ceci constituera une preuve supplémentaire que le photon, ce n'est pas une vue de l'esprit, que vraiment c'est quelque chose de réel, et il fera d'une pierre deux coups, parce qu'en même temps, il sera obligé, pour obtenir la bonne réponse, il sera obligé d'utiliser les formules relativistes de Einstein. Donc, en fait, il va utiliser la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, mais il faut que ce soit en calcul relativiste. Moyennant ça, en fait, il trouve la solution, il trouve que le photon qui a été émis ici a une énergie qui est égale à h nu divisé par 1 plus h nu sur la masse de l'électron multiplié par c carré, donc vous avez l'énergie de masse de l'électron, et ceci multiplié par 1
moins cosinus θ. Je vous demande évidemment pas de retenir cette formule. Retenez simplement l'idée, c'est que l'effet Compton, d'une part, montre définitivement que le photon, ce n'est pas une vue de l'esprit, que c'est vraiment une réalité, et d'autre part que la mécanique relativiste d'Einstein est correcte, qu'il faut abandonner les formules de mécanique classique, simplement parce que les énergies en jeu sont importantes. Je ne l'ai pas encore signalé, mais en fait l'effet Compton se fera principalement sentir pour des photons qui ont des énergies de l'ordre de quelques keV, donc quelques milliers d'électronvolts, jusqu'à quelques MeV. Ça, c'est le domaine, en fait, où l'effet Compton a beaucoup d'importance. L'effet suivant sera découvert quelques années plus tard, mais entre-temps, ce qu'il s'est passé, c'est qu'en 1929, Paul Dirac qui a vécu de 1902 à 1984, a découvert entre autres l'équation de l'électron, c'est-à-dire l'équation générale à laquelle l'électron doit obéir. Si vous voulez, c'est l'équation d'état de l'électron. Une conséquence indirecte de la découverte de l'équation de l'électron, c'est qu'il doit exister un anti-électron. Et cet anti-électron, que l'on nomme E+, en français, ça s'appelle soit le positon ou encore le positron. Moi, personnellement, j'utilise toujours cette dernière dénomination. Donc, le positron. Quelles sont les caractéristiques de ce positron? C'est que sa masse est absolument identique à la masse de l'électron. Mais en revanche, la charge du positron est égale à plus E, donc c'est l'opposé de la charge de l'électron. Bien, ceci est une prédiction donc, qui a été faite en 1929. Et il faudra attendre 1932 pour que le physicien américain Carl Anderson mette en évidence l'existence de ce positron. 1905-1991. En fait, qu'a fait Anderson? Il a pris des photons assez énergétiques. En fait, c'est des photons d'origine nucléaire. Si ces photons arrivent à proximité d'un noyau, j'ai ici un noyau, en fait, bon, il est clair qu'Anderson n'a pas fait l'expérience en visant un noyau. Ça, c'est l'explication qu'on en donne à l'heure actuelle. Si un photon qui a quelques millions d'électronvolts, vous verrez pourquoi après, arrive à proximité d'un noyau, eh bien, ce photon peut disparaître en donnant naissance à une paire électron-positron. C'est ce qu'on appelle la création de paires. C'est le dernier mode d'interaction des photons avec la matière. Donc nous avons d'une part pour des photons très peu énergétiques, bien sûr, la diffusion Rayleigh, mais je vais dorénavant mettre ça de côté. Mais nous avons donc pour des photons assez énergétiques, nous avons l'effet photoélectrique, l'effet Compton et la création de paires. Alors, dans quelles conditions ceci peut se produire? Eh bien, écrivons la conservation de l'énergie. J'ai que l'énergie du photon, c'est-à-dire h nu, le photon disparaît. Donc, son énergie devient quoi? Ça devient l'énergie totale du positron plus l'énergie totale
de l'électron. C'est-à-dire en développement, vous avez MEc carré du positron plus l'énergie cinétique du positron plus MEc carré, donc l'énergie de masse de l'électron, il faut bien la créer puisque cet électron n'existait pas, plus l'énergie cinétique de l'électron. Les énergies cinétiques, c'est du luxe. Mais de toute façon, vous voyez que si vous voulez créer cette paire, il faudra bien créer ces deux énergies de masse. Donc ça veut dire que de toute façon, il faut que h nu soit plus grand que 2mec carré. Et ceci vaut 1,022 MEF. En dessous, c'est rigoureusement interdit, bien sûr. Vous n'avez pas assez d'énergie pour créer les deux masses. Mais en pratique, si on fait les calculs de probabilité de cette création de paires, on s'aperçoit en fait que ceci ne se fera que pour des photons qui ont une énergie qui est plus grande que 2 à 3 MEF. Et si vous montez en énergie, en fait, c'est le phénomène qui sera prépondérant. C'est surtout la création de paires qui va dominer à ce moment-là l'effet Compton et l'effet photoélectrique. Donc, nous connaissons maintenant tous les modes d'interaction des photons avec la matière. Je vais faire ici je vais regarder la suite de l'histoire. Si l'électron et le positron, imaginez que ceci se fasse dans le vide, par exemple, eh bien l'électron et le positron sont deux particules stables. Ça veut dire en fait qu'ils vont se balader dans l'univers indéfiniment. Mais imaginez maintenant que ceci se passe dans la matière. Donc j'ai créé cet électron et ce positron, et les deux se baladent dans la matière. Ce sont deux particules chargées. Or, une particule chargée qui se promène dans la matière, elle va interagir tout le temps, avec tous les électrons qu'elle va rencontrer sur son passage. Et donc, par la répulsion coulombienne entre l'électron et les autres électrons, cet électron va perdre un petit peu à la fois son énergie. Donc, cet électron va freiner et en bout de trajectoire, il commence à divaguer. En fait, il fait des drôles de choses et puis finalement, arrivé à un certain endroit, il s'arrête. Le positron va faire la même chose. Lui, ce ne sera pas une force de répulsion avec les électrons qu'il rencontre, ce sera une force d'attraction, mais peu importe. Pendant ce temps-là, il perd de l'énergie. Donc lui aussi, finalement, va commencer ici à divaguer et puis finalement, il va s'arrêter. Mais vous avez maintenant un positron qui est au repos et forcément, comme ceci se passe dans la matière, ça veut dire qu'il sera toujours à proximité d'un électron qui était déjà là. Les deux vont se mettre ensemble pour former ce qu'on appelle le positronium. Et ce positronium, en fait, va très rapidement disparaître. Vous aurez ici l'électron et le positron qui vont s'annihiler. Et ceci va donner lieu à deux photons qui vont partir dos à dos et qui se partagent l'énergie du système. L'énergie du système, c'était quoi? C'était les énergies de masse. Vous aviez ici deux fois l'énergie de masse de l'électron, c'est-à-dire 511 keV, plus l'énergie cinétique. Mais l'énergie cinétique ici, comme ça se passe quand le positron est pratiquement à l'arrêt, ça veut dire qu'en première approximation, vous pouvez complètement oublier les énergies cinétiques. Donc, ce que vous allez obtenir ici, c'est deux photons, des photons que l'on appelle gamma, en fait, qui ont chacun une énergie de 511 keV. C'est ce qu'on appelle les photons d'annihilation. Ces photons d'annihilation sont très importants, comme on le verra plus tard, parce qu'en fait, c'est eux que l'on utilise dans la caméra à positron. Mais ça, c'est pour plus tard.